Bonjour Sébastien Jean. Bonjour. Vous êtes directeur du CEPI qui vient de publier son édition annuelle de l'économie mondiale aux éditions La Découverte dans la collection Repères. Et dans cet ouvrage collectif, vous signez notamment le premier chapitre qui donne une vue d'ensemble de ce que pourrait être l'économie mondiale en 2021. Alors bien entendu, de nombreuses incertitudes pèsent sur ces prochains mois. Est-ce que néanmoins, on peut déterminer à quoi ressemblera cette croissance? Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire qu'au-delà du rebond attendu, cette crise, elle aura dégradé le potentiel de croissance? Alors c'est très difficile de répondre à votre question parce que nous sommes confrontés à une crise qui est extrêmement atypique. Atypique dans sa forme déjà, parce que ça n'est pas un dysfonctionnement particulier de l'économie qui l'a causé, ce sont les mesures prises par les gouvernements pour protéger la santé de leurs citoyens. Atypique également par son ampleur. Parce qu'on n'a jamais vu en temps de paix, en tout cas au moins depuis la crise des années 30, une telle brutalité dans la chute de l'activité au niveau mondial, une telle soudaineté également. Donc là, d'après les dernières prévisions du FMI, on aurait une baisse du produit intérieur brut au niveau mondial de 4,4%. Il faut prendre la mesure de l'ampleur de ce choc, c'est-à-dire que première chose, par rapport à l'an dernier, on était à plus 3, on passe à moins 4,5, donc il y a 7 points et demi de différence. Deuxièmement, si on essaie de trouver des précédents dans l'histoire récente, la dernière baisse, sur les dernières décennies, la seule baisse, en fait, ça a été en 2009, au moment de la crise financière, moins 0,1. Donc on est vraiment à un ordre de grandeur différent. Alors, les effets sont très négatifs partout, mais ils sont très hétérogènes. Et ce qu'on peut dire, c'est que globalement, la résultante pour l'activité dépend d'une part de l'ampleur et de la durée des mesures sanitaires qui ont été prises, et d'autre part de l'ampleur des politiques de relance. Et au niveau mondial, globalement, ce qu'on voit, c'est une Asie de l'Est relativement épargnée, touchée également, mais moins fortement que les autres zones. Des pays émergents touchés de manière très hétérogène par la crise sanitaire elle-même, moins en Afrique, plus en Amérique latine, limités dans leur capacité d'intervention. Et puis, des pays, des économies avancées qui sont très touchées, parce que souvent, justement, ils ont pris des mesures très fortes. La moyenne, d'après le FMI, pour l'ensemble des économies avancées, ça serait une baisse du PIB de près de 6%. Et pour la zone euro, un peu plus forte encore, 8,3% cette année. Donc, c'est quelque chose de très fort. Alors, quelles sont les conséquences à long terme ? On se pose évidemment la question parce qu'on a vu dans les crises graves précédentes que ça laissait des traces à terme sur la croissance. Il ne s'agissait pas juste de rebondir, on traînait, disons, ça comme un boulet pour les années suivantes. Donc évidemment, on a cette préoccupation aujourd'hui. Il faut commencer par dire qu'il est trop tôt, on est quand même beaucoup dans le brouillard pour répondre à cette question. Aujourd'hui, essayer de calculer un PIB potentiel, une croissance potentielle, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Mais on a des préoccupations sérieuses. Essentiellement parce que une crise comme celle-ci, elle crée un chômage de masse dans la plupart des économies. Elle laisse aussi une empreinte sur les comportements. Elle va pousser beaucoup de ménages à la précaution dans leur comportement d'épargne. Elle pousse beaucoup d'entreprises à baisser leur investissement par la force des choses, parce qu'elles sont vraiment soumises à une épreuve qui financièrement est très difficile. Et donc tout ça déprime la demande. Et cette déprime de la demande valide les mauvaises anticipations qui sont faites a priori. Le comportement de précaution vient le renforcer. Et finalement, le risque, c'est de s'enfoncer dans une sorte de cercle vicieux, de stagnation séculaire. On en parle déjà depuis quelques années. Elle était un peu là, mais elle risque d'être encore plus marquée, avec une faible croissance, un investissement relativement atone, des perspectives de demande qui sont mauvaises, une inflation qui est nulle, des taux d'intérêt qui sont au plancher, et pourtant, finalement, une difficulté à trouver suffisamment de projets d'investissement pour absorber l'épargne. Donc, au fond, un équilibre de basse pression en termes macroéconomiques. Alors, vous l'avez dit, l'une des caractéristiques qui fait que cette crise est inédite, c'est le montant, l'ampleur des interventions publiques. Selon le FMI, la somme des déficits publics devrait atteindre 20%, presque 20% du PIB mondial, 3 fois plus qu'en 2019. Quelles conséquences est-ce que cela peut avoir sur la croissance ? C'est vrai que c'est, là encore, inédit dans l'ampleur des interventions qui ont été faites. On parle pour l'instant, c'est un ordre de grandeur, mais de 12 000 milliards de dollars de mesures annoncées au niveau mondial. Et puis, une dette publique en proportion du PIB qui va augmenter de 20 points environ à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment un changement qualitatif, durable. Et évidemment, on s'interroge sur les conséquences que ça va avoir. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête quand on essaie d'aborder cette question, c'est ce que je disais précédemment sur ce risque de stagnation séculaire et notamment cette pression à la baisse des taux d'intérêt. Or, dans les finances publiques, ce qui compte, ça n'est pas tant le niveau de la dette que le niveau de la charge financière de la dette.
hein. Et celle-ci, eh bien, si les taux d'intérêt sont très bas, voire nuls, eh bien, cette charge de la dette, elle n'est pas forcément augmentée. Donc, il y a à la fois un défi lié à l'augmentation du niveau de la dette et un soulagement potentiel, je dis bien potentiel, sur la baisse des taux d'intérêt. Potentiel parce qu'après, pour pouvoir profiter de ces taux d'intérêt suffisamment bas, il faut être suffisamment crédible pour que les emprunteurs aient confiance, considèrent que vous êtes sans risque. Et c'est une des raisons pour lesquelles on voit aujourd'hui que le sort des économies émergentes par rapport à cette situation est très varié. C'est-à-dire que beaucoup des pays pauvres sont aujourd'hui dans une situation financière trop tendue, trop difficile pour pouvoir emprunter sur les marchés. Il n'y a aucun pays africain qui est allé emprunter de la dette publique sur les marchés depuis le mois de février dernier. Près de 80 pays sont allés faire des demandes d'urgence d'aide financière auprès du FMI ou de la Banque mondiale. Donc, beaucoup de pays sont, disons, sous pression par la brutalité de cette crise. Et puis d'autres, au contraire, un certain nombre de pays émergents, notamment, aussi, ont pu se mettre à faire de l'assouplissement quantitatif, pour parler français, et donc finalement trouver des nouvelles marge de manœuvre pour financer leur dette publique. Et pourquoi? C'est difficile à décrypter, mais je pense que l'une des interprétations, c'est quand même que ces pressions qui sont à la baisse sur l'inflation ont plutôt baissé la barre aussi pour que la Banque centrale arrive à convaincre les emprunteurs qu'elle arrive à stabiliser la valeur de la monnaie et à ne pas faire d'inflation. Voilà. Alors justement, un mot sur ce qu'on peut peut-être anticiper en termes de politique monétaire. Effectivement, vous l'avez dit, il y a peu de marge de manœuvre. Il paraît difficile de mettre en place des politiques austéritaires comme en début de la décennie. On a bien vu les conséquences sociales et la dépression de l'économie qui en ont suivi. Est-ce que finalement tout cela ne place pas les banques centrales dans un statu quo et qu'on peut anticiper que effectivement les taux ne sont pas prêts de remonter, que les programmes de quantitative easing, d'assouplissement quantitatif, ne s'arrêteront pas au moins en 2021? Alors, il faut être évidemment vigilant. On voit qu'il y a des tensions sur certains produits alimentaires, récemment sur leurs prix. On ne peut rien prendre pour absolument garanti. Maintenant, je crois que, et c'est l'ensemble de ce que je viens d'essayer d'expliquer, les impacts de cette crise ont tendance à pousser vraiment vers un équilibre de basse pression, aussi bien en termes de prix que de taux d'intérêt. Et il est probable que ce changement d'air soit un changement qualitatif durable, installé dans la durée. Et qu'on ait durablement des tensions qui soient plutôt à la baisse de l'inflation qu'à la hausse. Et l'exemple du Japon nous montre que c'est absolument pas quelque chose qui serait impensable. Oui. Donc je crois que en effet, l'enjeu principal dans les années qui viennent, ça va être avant tout, plutôt que de se préoccuper de faire baisser le niveau de la dette, par exemple, ça doit être avant tout de maintenir, voire de restaurer justement le potentiel de croissance des économies pour essayer de recréer une dynamique et d'éviter de tomber dans des enchaînements qui seraient dommageables, négatifs à tous égards. Eh bien, merci beaucoup Sébastien Jean pour cet éclairage. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie au livre L'économie mondiale 2021 aux éditions La Découverte. Merci. Merci.